Expulsé de Jérusalem, après t'être vu retirer ce que tu estimais le plus, avoir un permis de résident de Jérusalem, ta ville natale. Bienvenue Salah, tu as la parole. Après ton intervention, nous ouvrons un débat avec la salle et saluons aussi ce soir la présence de notre nouvelle présidente de France-Palestine Solidarité, Anne Tuaillon, qui vient de Grenoble et qui est venue ce soir en voisine de notre département, qui participera tout à l'heure au débat. Merci à vous, merci Salah, c'est à toi. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que cette soirée, on l'a calée, bien évidemment, avant ce qui se passe aujourd'hui dans un autre cadre. Mais on ne peut pas démarrer la soirée sans, bien sûr, parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une situation, à la Palestine, je veux dire, dans une situation, je peux dire que pas moins qu'une deuxième Nakba de ce qui s'est passé en 1948. Aujourd'hui, toutes et tous, vous connaissez les chiffres, on est sûr d'avoir 19 000 Palestiniens tués à Gaza, encore 5-6 000 sous les décombres et peut-être plus, des centaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de bâtiments détruits, presque plus d'hôpitaux qui fonctionnent à Gaza. Tout est détruit par ce génocide qui est lancé par le gouvernement de l'occupant israélien. Ce génocide qui est lancé pas que contre Gaza, mais contre l'ensemble du peuple palestinien, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem et contre les Palestiniens des territoires occupés de 1948. On en parle de Gaza, et surtout le plan politique, il faut revenir un petit peu sur ce qui se passe en Cisjordanie. La Cisjordanie, depuis le 7 octobre, et même avant le 7 octobre, parce qu'il y avait 350 Palestiniens tués par l'armée israélienne avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, il y a encore 250 Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie, des milliers des arrestations, des milliers des hectares de terre annexés par l'armée israélienne, que ce soit dans le sud d'Hébron ou dans la vallée du Jourdain, des destructions des maisons quotidiennes, des destructions des villes, des villages, des camps, des réfugiés. Alors ce génocide que, si on se souvient bien, 2 semaines avant le 7 octobre, on a bien vu quand le Premier ministre de l'occupant aux Nations Unies, qui a pris la carte d'Israël, entre guillemets, et elle représentait toute la Palestine entière, la Palestine historique, sans la présence des Palestiniens et du peuple palestinien et de l'État palestinien. Ça, c'est une preuve, et c'est pas la seule, il y en a d'autres. Ça, c'est la preuve que cette théorie et cet État sioniste, il part toujours de le même slogan historique que la Palestine, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et le seul but de cette occupation, c'est d'avoir le moins possible des Palestiniens sur le terrain. C'est pour ça qu'on a vu Netanyahou qui l'a dit le premier jour quand ils ont lancé ce génocide, qu'il est là pour changer la face du Proche-Orient. Comment il a voulu changer le Proche-Orient, c'est le déplacement forcé de la population palestinienne.
Le plan, il est clair. Le plan, il n'est pas nouveau, du coup. Le plan, ce plan, il était préparé avec l'ancienne administration américaine par Trump, mais à l'époque, il ne pouvait pas l'appliquer. Aujourd'hui, ces déplacements forcés de la majorité de la population du nord du Gaza vers le sud de Gaza, il y a un seul but, c'est d'expulser, de déporter les Palestiniens vers le désert du Sinaï et dans quelques pays arabes, que ce soit le Soudan et quelques pays, les Américains et les forces occidentales qui ont donné le feu vert pour ce plan, et que le président américain et ce ministre des Affaires étrangères qui sont venus régulièrement dans le Proche-Orient pour essayer d'appliquer ce plan, surtout le déplacement des Palestiniens vers les camps dans le désert du Sinaï pour avoir une minorité palestinienne qui se trouve à Gaza. Mais aussi, il y a plein de déclarations qui ont été faites par plusieurs ministres israéliens qui ont parlé de déplacement, de déportation, d'expulsion, aussi de la population palestinienne de la Cisjordanie vers la Jordanie, et garder une minorité palestinienne en Cisjordanie, à Jérusalem, et bien sûr les Palestiniens qui se trouvent dans les territoires occupés en 1948. Je veux parler de ça, bien évidemment, parce que je pense que le plan, il n'est pas nouveau. D'essayer d'éliminer la cause palestinienne, c'est un plan qu'on l'a vu, surtout s'est intensifié après 2011, après ce qu'on appelle le printemps arabe, avec tous les nouveaux régimes réactionnaires qu'on a eus dans la région. On voit les conséquences, leur rôle politique aujourd'hui, avec toutes les questions de la normalisation et les accords d'Abraham qui ont suivi le printemps arabe jusqu'à l'arrivée à presque l'accord qui a été signé par l'Arabie Saoudite et l'occupant israélien. Moi, à mon avis, aujourd'hui, après 68 jours de guerre, les Palestiniens, ils ont pu, bien sûr avec leurs alliés, parce que les Palestiniens, c'est vrai qu'eux, ils sont dans le premier rang, mais à côté, il ne faut pas oublier ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a le soutien populaire, mais aussi il y a l'accès, il y a le soutien militaire du sud de Liban, du Yémen, de l'Irak et dans quelques coins dans la région qui s'appuie pour appuyer pour un cessez-le-feu. Aujourd'hui, après 68 jours, 69 jours de guerre, moi je pense que les Palestiniens, ils ont montré que une deuxième Nakba, elle n'aura pas place chez les Palestiniens. On n'est pas là pour refaire des générations et des générations des réfugiés dans les pays arabes, parce que ça fait 75 ans qu'on lutte pour le retour des réfugiés qui étaient expulsés en 1948. Cette résilience palestinienne, elle a montré de nouveau que cette combinaison entre la résistance, la résilience et la solidarité internationale va aboutir à un cessez-le-feu et va pas laisser les Israéliens appliquer leur plan politique de nouveau. Mais ça, je veux retourner là-dessus à la fin. Mais parmi les mesures parmi cette guerre que les Israéliens ont lancée à Gaza, en Cisjordanie et partout, ce génocide, il y a la question des arrestations, il y a la question des prisons, des prisonniers politiques, qui n'est pas une nouvelle question. Cette question, elle est là depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un jour depuis 75 ans où il n'y avait pas des détenus et des prisonniers politiques dans les prisons israéliennes. Avant le 7 octobre, on était à 5200 prisonniers politiques détenus dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, malheureusement, on est à presque à 8000 prisonniers politiques palestiniens. Il y a 3000 arrestations. Et là, je veux faire différence entre deux choses. Il y a les prisonniers de la Cisjordanie avec les prisonniers de Jérusalem et les Palestiniens de 1948. Et il y a les prisonniers de la bande de Gaza.
Aujourd'hui, je veux commencer par les prisonniers de la bande de Gaza. Il y a 3 catégories des prisonniers de la bande de Gaza. Il y a les ouvriers qui étaient arrêtés le premier jour, les ouvriers qui travaillaient en Israël, à ce jour-là, où ils étaient des milliers qui étaient arrêtés. Il y a les personnes qui étaient arrêtées le 7 octobre même. Et il y a la 3e catégorie, les arrestations quotidiennes qui se passent dans les zones occupées de la bande de Gaza. Les chiffres, on ne sait pas trop, parce que les gens ils sont en train de disparaître. Aucune association internationale, ni les barreaux d'avocats, ni des avocats ont le droit de savoir combien de prisonniers il y a, où est-ce qu'ils se trouvent les prisonniers. On n'en sait rien sur les prisonniers de Gaza. C'est ce qu'on sait plus ou moins, qu'il y a 120 femmes arrêtées à Gaza depuis le 7 octobre. Il y a des mineurs, il y a des adultes. Et la société civile, on va dire, elle estime que le chiffre des prisonniers, il est entre 1500 prisonniers et 2200 prisonniers détenus de Gaza. On n'a vraiment aucune information sur leur situation. On sait bien qu'ils sont détenus dans 2 prisons, une base armée dans le sud vers Beersheba et dans une prison pas loin de Ramallah qui s'appelle Ofer. Alors c'est vraiment un destin inconnu pour ces gens. Il y en a parmi eux malheureusement qu'on a su qu'ils étaient morts à cause de la torture physique, parce que depuis le 7 octobre, il y a 6 Palestiniens qui sont morts dans les prisons israéliennes à cause de la torture physique. De l'autre côté, il y a les prisonniers de la Cisjordanie et les restes. Aujourd'hui, 7800 détenus dans les prisons israéliennes. Parmi eux, il y a 150 femmes, et avec les échanges qu'ils ont eus pendant la trêve, ils sont restés à 40. Les enfants, malgré les échanges qu'ils ont eus pendant la trêve, il en reste encore 120 enfants. Les enfants, on peut trouver des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a 45 journalistes, il y a 14 députés, 800 prisonniers, plus que 800 prisonniers aujourd'hui, avec des dossiers, des maladies différentes. Et quand on parle de la question des déplacements et des prisons, moi là, malheureusement, je ne suis pas le seul. Moi j'ai la chance d'être parmi vous aujourd'hui et témoigner à cause de mes circonstances mes conditions un peu spéciales. Moi j'ai connu la prison assez tôt dans ma vie. J'ai été arrêté la première fois à l'âge de 16 ans, en 2001, et ça a continué jusqu'à 2022. En total, j'ai passé 10 ans dans les prisons israéliennes. Les prisons israéliennes, la question de l'emprisonnement des Palestiniens, c'est une des moyens, une des façons que l'occupant l'utilise pour détruire la société palestinienne, pour détruire la vie quotidienne des Palestiniennes et des Palestiniens. Parce que depuis, bien évidemment, avant 1967, il y avait des arrestations, mais les vrais calculs, ils ont commencé après 1967. Après 1967, il y a 850 000 Palestiniens qui sont passés par les prisons israéliennes, qui fait de 35 à 37% de la société palestinienne qui est passée par les prisons. Alors il n'y a pas une maison où tu ne trouves pas qu'il y a un prisonnier ou une prisonnière qui sont touchés par la question de prison. Quand on parle par exemple, je vais citer quelques éléments les plus importants pour pouvoir échanger après. Quand on parle de la question des enfants, aujourd'hui, il reste 120 enfants qui restent. Les enfants, malheureusement, tu peux vraiment, quand moi j'ai vécu en tant qu'enfant en prison, dans toutes les étapes de l'emprisonnement, que ce soit dans les interrogatoires ou dans la prison elle-même, il n'y a pas de différence de traitement entre enfants, adultes ou n'importe quel prisonnier. Moi, par exemple,
À l'âge de 16 ans, j'étais pris par les forces spéciales à la maison après avoir cassé toute la maison. J'étais ramené, menotté, mains, pieds, les yeux bandés dans un centre d'interrogatoire à Jérusalem, directement sur une chaise d'interrogatoire. Cette chaise, c'est une petite chaise comme celle-là, attachée au sol, les mains attachées derrière le dos et enfermées dans un cadenas qui se trouve attaché, les pieds attachés et menottés sur les pieds des chaises. Et là, on est parti pour 23 heures d'interrogatoire d'un filet, quoi. Il te lâche une main au moment de manger, tu manges, il te rattache la main et il continue. Et ça a duré 2 mois. Je suis resté isolé dans ce centre d'interrogatoire, 23 heures d'interrogatoire. Le moment de la pause, c'est une pause qui rend plus fatigant le corps. C'est une pièce de 2 à 3 mètres carrés où les murs sont grises avec une petite lampe jaune, un trou dans le sol qui était les toilettes, un petit matelas, une couverture, et tu restes là-bas 2 mois enfermé, sans aucune visite, sans aucun contact, sans soleil, sans rien du tout. Alors tout l'emprisonnement de ces enfants qui est contradictoire au droit international. Il faut savoir aussi que ces enfants-là sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. L'occupant israélien qui prétend avoir signé la Convention des droits des enfants jusqu'à aujourd'hui, il refuse de faire un tribunal spécial pour les enfants. Ces enfants, ils sont jugés pour des longues peines. Il y en a des enfants qui sont passés plus que la moitié de leur vie en prison parce qu'ils étaient jugés, ils étaient arrêtés à l'âge de 14 ou 15 ans, ils étaient jugés à 20 et à 30 ans de prison. Même dans la prison elle-même, la majorité des droits de ces enfants sont confisqués. Tous les enfants n'ont pas le droit de continuer leurs études pendant les mois et les années d'incarcération. Une majorité de ces enfants peuvent passer des mois et des années sans pouvoir visiter leurs parents. Pourquoi je dis ça? Tous les prisons israéliennes, quand on parle de déplacement, toutes les prisons israéliennes se trouvent derrière la ligne verte. La ligne verte, c'est les frontières de 1967. Toutes les prisons se trouvent derrière cette ligne verte. Et du coup, à cause des checkpoints et des murs, les gens ils sont obligés de passer des murs et de checkpoints pour avoir accès aux prisons. La famille, je veux dire. Et les Palestiniens, ou les enfants et tous les prisonniers, ils ont le droit de visiter que la famille proche, père, mère, frère et sœur, pas plus. Alors pour pouvoir passer un checkpoint pour un enfant, pour la famille d'un enfant, il faut passer par la Croix-Rouge. Passer par la Croix-Rouge après avoir fini 1 mois ou 2 mois ou 3 mois d'interrogatoire. Une fois la famille pose la demande pour avoir l'autorisation pour passer un checkpoint, les premiers 3 mois c'est en vérification. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de visiter pendant les premiers 3 mois parce que c'est en vérification. Ça veut dire qu'il y a 4, 5, 6 mois déjà perdus où l'enfant ne peut pas visiter. Après, s'il y a un membre de la famille qui est un ancien prisonnier, automatiquement n'a pas le droit de rendre visite à la personne qui est en prison pendant toute leur emprisonnement. Dans une autre époque où on était à côté des prisonniers enfants, nous on était des adultes, on a demandé à plusieurs reprises l'intervention des prisonniers adultes juste pour essayer d'organiser la vie de ces enfants en prison, juste les apprendre à faire à manger, à organiser leur vie, leur faire un système interne pour gérer la vie quotidienne. Toute demande, il était refusé. C'est-à-dire, on enferme 80 à 100 enfants dans des petites cellules, dans une section. On leur dit débrouillez-vous pour gérer toute une vie pour des mois et des années en prison. Et il n'y a pas que ça. Par exemple, les enfants, il y a quelques cas aujourd'hui qui sont placés à l'isolement total. Aujourd'hui, on a le cas le plus urgent, c'est le cas de Ahmad Manasra, un enfant palestinien de Jérusalem qui était arrêté à l'âge de 13 ans. Et il était jugé pour 13 ans de jugement, quoi.
Il avait passé des interrogatoires agressifs, de torture physique, psychologique, où il a rapidement développé des maladies psychologiques très graves. Et malheureusement, à la place de lui donner les soins adaptés, ils ont laissé traîner l'affaire pendant 1 an et 2 ans. Et à la fin, à la place de le mettre à l'hôpital, ils l'ont transféré dans ce qu'on appelle l'isolement total. Et depuis 3 ans, aujourd'hui, il est à l'isolement total. L'isolement total, pour simplifier les choses, c'est aussi une petite cellule de 2 à 3 mètres carrés où la personne il est enfermé 23 heures sur 24 heures. Il a le droit de sortir juste 1 heure pendant la journée. Pendant cette heure, il doit choisir s'il doit être menotté à main ou à pied pour la circulation dans la cour. La majorité des prisonniers qui sont à l'isolement total n'ont aucun contact avec l'extérieur, n'ont pas le droit de visiter leurs parents, n'ont pas le droit, même des fois, c'est conditionnel pour les visites des avocats. Et les gens, ils commencent vraiment... Aujourd'hui, il y a des dizaines des cas à l'isolement total des enfants et d'autres adultes. La durée la plus longue pour un Palestinien à l'isolement total, c'est pour un Palestinien de Gaza qui est toujours en prison, qui a passé 13 ans à l'isolement total. Et vraiment, les enfants aujourd'hui, on a vu les témoignages de ces enfants, c'est surtout après le 7 octobre, on a vu les enfants qui sont sortis et les témoignages qui étaient faits par plusieurs chaînes internationales et plusieurs associations internationales. On a vu des enfants qui sont sortis avec des plâtres dans les mains, ils les ont cassé les mains, les pieds. Il y en a qui sont sortis avec le dos cassé, de la torture totale, pas d'eau, pas d'électricité, pas de vêtements, et des fois un repas par jour et des fois non. Alors il y a vraiment une accélération de la torture contre les enfants depuis le 7 octobre. Et la deuxième chose, c'est la question des femmes. Aujourd'hui, il y avait, depuis le 7 octobre, il y a 150 femmes arrêtées par l'occupant israélien, sans compter les femmes de Gaza. Et après les trêves et après les échanges qui ont eu lieu, il en reste 40 femmes, sans compter bien sûr les femmes de Gaza. Après le 7 octobre, les femmes qui sont sorties, les prisonnières qui sont sorties, ils ont témoigné de l'agressivité de l'occupant contre eux. La même chose, des fois menottées, mains, pieds, mis dans le froid, dans la cour de la prison pendant des heures et des heures. Aucune télé, aucune radio, aucun contact. Il y en a qui sont sortis après 55 jours de guerre, qu'ils n'avaient aucun contact avec l'extérieur, ils ne savaient même pas ce qui se passait à l'extérieur. Et c'est le plus dur, c'est pour les prisonniers qui sont de Gaza avant le 7 octobre, qui se trouvent toujours en prison. Eux, peut-être leurs familles sont vivants, ne sont pas vivants, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais les femmes, et ça c'est pas nouveau, la torture physique, psychologique, il n'y a pas le moindre de respect, ni de droit, ni de besoin de ces femmes. Par exemple, il y a des femmes, il y a plusieurs cas où des femmes ils se sont fait arrêter alors qu'ils étaient enceintes, et à cause des interrogatoires intensifs, ils ont perdu leur bébé dans les interrogatoires. Et il y en a quelques-unes qui ont pu garder les bébés malgré les interrogatoires et la torture pendant les interrogatoires. Et ils ont passé leur grossesse en prison. Et au moment de leur accouchement, ils transféraient les femmes dans ce qu'on appelle une prison, un hôpital dans une prison. La prison elle s'appelle Ramleh, où il y a un hôpital où les femmes palestiniennes ils étaient obligés d'accoucher pendant qu'ils avaient une main et un pied menottés au lit pour des raisons de sécurité. Et après, ces femmes, ils ont le droit de garder le bébé pendant 2 ans
en prison, ils le gardent, ils le grandissent en prison, et après, ils prennent le bébé, ils l'envoient à l'extérieur, à la famille. Bon, mais dans certains cas, il y avait toute la famille qui était en prison. Il y avait le père, le mère, le frère, la sœur, il y avait toute la famille qui était en prison. Alors le bébé, il l'envoie vers la grande famille, en attendant qu'il y ait un membre de la famille qui va sortir. Il y a aussi la détention administrative. La détention administrative. Moi, j'étais détenu 3 fois dans ce cadre de cette détention. La détention administrative, c'est une loi qui était faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948, et les Israéliens l'ont appliqué sur les Palestiniens après l'occupation de 1948. Cette détention est basée sur un ordre militaire, cet ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre 1 mois et 6 mois. Cette période peut être renouvelée infiniment. Ça veut dire que tu peux recevoir plusieurs ordres. Cette détention est basée sur un dossier de sécurité secret. Ni l'avocat, ni le prisonnier ont accès à ce dossier. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu y es en prison. Moi, je l'ai vécu en tant que prisonnier, mais aussi je l'ai vécu en tant qu'avocat quand je suis devenu avocat pour défendre les prisonniers politiques palestiniens. Ce dossier de sécurité, il reste secret entre le procureur militaire et le juge militaire. C'est une détention sans preuve, sans jugement. C'est les renseignements généraux qui décident le moment de l'arrestation et le moment de libération. Et c'est vraiment cette détention-là, et spécialement cette détention-là, elle est utilisée vraiment pour la destruction passive de la vie des gens, de la vie sociale des gens, de la vie économique des gens. Parce que des fois, et dans la majorité du temps, elle est utilisée dans les moments les plus pires dans la vie des gens. Au moment, par exemple, moi, en août, j'avais un pote qui allait aller se marier. 2 semaines avant son mariage, ils l'ont appelé, ils m'ont dit soit tu annules ton mariage, soit on va t'arrêter quelques jours avant ton mariage. Il n'a pas annulé le mariage, 5 jours avant son mariage, ils l'ont arrêté. Et depuis août jusqu'à aujourd'hui, il est en détention et il risque de rester 1 an, 2 ans, 3 ans en détention administrative. Il y a quelques cas, par exemple, au moment de la mort d'un membre de la famille, qu'on vient chercher le frère ou le père ou la mère pour les mettre en détention administrative. Et c'est bien sûr que cette détention dans cette façon-là qui est totalement contradictoire au droit international. Il y a des Palestiniens et des Palestiniennes, après la réoccupation de la Cisjordanie en 2002-2003, ils ont passé plus que 13 ans et 14 ans en détention administrative. On les tient, on les met 2 ans, 3 ans en détention administrative, on les libère quelques mois, on les remet en détention administrative. C'est des cas qu'on connaît, c'est des cas avec qui on a vécu, qui sont toujours aujourd'hui en détention administrative. Pour le Palestinien qui a passé la plus longue durée d'un seul coup, si on va dire, en détention administrative, c'est un Palestinien de Jenin qui a passé 8 ans de suite en détention administrative sans savoir pourquoi il est en prison. Et bien sûr, cette détention, elle est justifiée par tous les systèmes judiciaires israéliens, que ce soit militaire, que ce soit civil, que ce soit la Cour suprême. Tout est justifié par tout ce système judiciaire. C'est vraiment de la torture. La détention administrative, c'est pas juste la détention elle-même. Donc la détention, c'est de la torture, mais que toi, ta famille, tes proches, chaque quelques mois, tu es obligé de vivre l'espoir de la liberté et tu es obligé de vivre le sentiment que tu vas rester en prison sans savoir jusqu'à quand. Moi, par exemple, la dernière détention administrative avant ma déportation, j'ai reçu le premier ordre le 8 mars pour être libéré le 7 juin. Et jusqu'à le 7 juin,
midi, 13h, j'avais pas d'ordre. Alors je pensais que j'allais sortir, sortir. Et non, à 16h, un nouvel ordre qui était remis pour me dire voilà, encore 3 mois. Alors que moi j'étais prêt à sortir. Mes parents à l'extérieur, ils étaient prêts à me recevoir. Et ça se passe comme ça tous les années. C'est pour ça, je parlerai en plus après détaillé, c'est pour ça qu'on a déclenché plusieurs grèves de la faim pour protester contre la détention administrative. Il y a aussi la question des prisonniers malades. Les prisonniers malades, avant le 7 octobre, on était presque à 750 dossiers des prisonniers malades avec différentes catégories des maladies. Il y en a qui étaient graves, il y en a qui étaient moins graves. Mais aujourd'hui, avec les vagues d'arrestation, je pense que les chiffres, avec la torture qui se passe aujourd'hui, à mon avis, on est à des milliers de dossiers des prisonniers malades. Mais je parle de ce dossier-là parce que pour moi il est important, pour l'ensemble des prisonniers il est important. Parce que une fois que tu es malade, avec une vraie maladie dans la prison israélienne, tu vois que c'est la fin de ta vie en prison. Et ça on l'a vécu avec des camarades, avec des amis qui étaient avec nous, qui sont morts à cause de ce qu'on appelle la négligence médicale. Il y a une négligence médicale systématisée qui est faite par l'administration de prison. Son seul but, c'est d'approfondir la souffrance, approfondir la maladie de ces gens, sans jamais leur donner le soin adapté pour leur maladie. Surtout pour les maladies graves comme le cancer et la compagnie. Une fois que tu es malade dans une prison israélienne, la première semaine et des fois le premier mois, tu as l'aspirine magique israélien pour toutes sortes de maladies. Tu peux vivre sur l'aspirine pour calmer les douleurs pour des semaines et des mois. Par exemple, on était détenus. Pourquoi j'ai dit négligence médicale systématisée? Parce que, par exemple, on était détenus dans la prison du Negev, une prison qui se trouve au fond du désert vers les frontières égyptiennes. On était détenus dans 3 cadres de détention différents. Il y avait des cellules où on était 8. Il y a des caravanes en plein air où il y avait 4 personnes. Et nous, on était dans des tentes. On était 22 personnes par tente en plein désert. Pour l'ensemble de 1800 prisonniers, on avait droit pour un dentiste et un docteur pour l'ensemble des prisonniers. Ça veut dire tu peux attendre des fois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce que tu pourras avoir accès au docteur. Une fois qu'il a vu, s'il aura la force de voir, comme il est responsable de 1800 personnes, qu'il y a parmi eux des malades, des anciens prisonniers, des vieux, il y a des gens qui développent les maladies dans les prisons. Bon, il y a tout genre. Et une fois, par exemple, qu'il a décidé que tel ou tel prisonnier, il doit être hospitalisé, par exemple, il y a un seul hôpital dans une prison, dans lequel j'en ai parlé tout à l'heure, où il y a 60 places pour l'ensemble de tous les prisonniers. Il y a 20 places qui sont prises déjà, ou 25 places qui sont prises par des prisonniers qui sont obligés de rester toute leur vie à l'hôpital à cause des maladies qu'ils ont ou des blessures à balles qu'ils ont eues pendant leur arrestation. Alors il reste plus ou moins 40 à 45 places pour l'ensemble de tous les prisonniers. Ça veut dire des fois ça peut arriver d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à ton tour il arrive pour aller se faire opérer dans une prison. Bon, il y a des cas qui font passer, mais tu peux attendre. Moi, j'ai vu des cas où on attendait 2 ans, 3 ans, 4 ans pour se faire opérer. Et c'est surtout pour les maladies graves, comme les maladies de cancer et compagnie. Avant le 7 octobre, on était à 29 détenus avec la maladie de cancer, que ces
prisonniers qui n'ont jamais reçu le soin adapté, et c'est ça qui a fait qu'il y a le chiffre des prisonniers morts dans les prisons les dernières années, il est en train d'augmenter chaque année. Moi je me souviens bien par exemple en 2008-2009, on était dans une prison de Jalbour, je veux dire en arabe, une prison qui se trouve vers Haïfa dans le nord. On était enfermés que entre les Palestiniens de Jérusalem, des Palestiniens de 48 et les Syriens du Golan. Et là, on avait un prisonnier avec nous qui avait déjà passé 23 ans en prison et il lui restait 2 ans d'emprisonnement. Et comme il est syrien et accompagné, bon, la situation était un peu compliquée, il avait la maladie de cancer, je raconte sa vie. Après qu'ils ont découvert qu'il a la maladie de cancer, ils l'ont opéré. Il est revenu dans notre cellule. Et au conseil de docteur de la prison, pour éviter que ce prisonnier à ses calculs, il va mourir au bout de 6 mois, et pour éviter qu'il meure en prison, c'est mieux de le relâcher pour mourir à l'extérieur. Pour un tribunal, il s'est réuni pour remettre sa peine. Ils l'ont libéré. Il est sorti de prison. Il a reçu le soin adapté pour ses maladies. Et au bout d'1 an, il n'était pas malade. Alors le même tribunal, il s'est réuni pour le remettre en prison parce que les calculs de docteur, ils n'étaient pas bons. Bon, ils n'ont pas réussi. Le prisonnier, il était mort 2 ans après. C'est dans cette mentalité criminels malades que le dossier des prisonniers malades est géré dans les prisons israéliennes. Et même une fois que si tu es mort dans les prisons israéliennes, ta souffrance n'est pas finie. Parce que les Israéliens, ils gardent les corps morts des prisonniers malades jusqu'à la fin de leur détention. Et des fois, ils dépassent la date de leur libération. Ils gardent les corps morts de ces prisonniers dans ce qu'on appelle soit les frigos, soit les cimetières animéraux. Ils gardent ces corps morts juste pour la continuité de la torture, pour les familles et pour les proches des familles. Dans le cadre de cette... Dans le cadre de cette détention des corps morts, on va dire, il y en a aujourd'hui 21 Palestiniens détenus morts dans ce qu'on appelle des cimetières animéraux. Le plus ancien, c'est un prisonnier de Naplouse qui date sa détention, enterré depuis 1983. Je vais parler encore de 2 sujets avant de vous passer la parole. C'est vrai qu'il y a cette souffrance en prison, il y a cet essai. Ben nous, on savait bien, en tant que prisonniers politiques génération après génération, que le seul but de notre emprisonnement, c'est de nous écraser psychologiquement, de nous détruire mentalement. C'est nous rendre en charge sur nos familles, nous rendre en charge sur notre société au moment de notre libération. Et je ne vous cache pas que nous, on a tout fait l'inverse pour garder le moral, pour se soutenir psychologiquement, pour se rendre plus fort au moment de notre emprisonnement. Moi, en total, j'ai fait malheureusement 6 allers-retours dans les prisons israéliennes. Comme on dit aux jeunes générations quand ils arrivent en prison, quand on commence à leur apprendre des choses en prison, on dit toujours que la prison, c'est un enjeu, c'est un défi entre le temps et l'être humain. Qui contrôle qui dans la prison? Si c'est l'être humain qui contrôle le temps, ou il se laisse faire contrôler par le temps dans la prison. Une fois où l'être humain, ou le prisonnier, ou le résistant a réussi à contrôler ce temps en prison, il va essayer de rendre utile au maximum les mois et les années de son emprisonnement. Nous, en prison, on avait cette vie collective
solidaire. On était détenus, pour faire clair, on était détenus que entre prisonniers politiques, on n'était pas mélangés avec des prisonniers de droit commun, et ça, c'est grâce au combat des anciennes générations qu'ils ont lutté pour qu'on soit séparés des prisonniers des droits communs. Pour nous, c'était clair le plan israélien contre nous en prison, et nous on a tout, pour nous c'était hors de question que les Israéliens appliquent leur rêve de nous détruire dans la prison. Alors à l'inverse, on a tout fait, comme j'ai dit, pour rendre utile les mois et les années. Peut-être que vous vous demandez comment. Alors, on avait une vie surtout bien organisée dans la prison. Une vie organisée, ça veut dire, je vais faire un résumé parce qu'on peut parler des heures et des heures là-dessus, et c'est pas nous, c'est pas notre génération qui l'a inventé, c'est le développement de la vie dans la prison qui est passé d'une génération à la main d'une autre génération, et chaque génération, elle a rajouté sa couche là-dessus. Alors, une vie organisée en prison, ça veut dire des congrès discrets, annuels, des élus qui sont élus par les congrès, une vote pour la façon dans laquelle on va vivre les prochains 6 mois ou le prochain an. Chaque élu, par exemple, il est responsable de construire son comité, des comités de différents sujets, de comités de sécurité, de comités d'organisation, de comités de culture, de comités organiser la vie administrative quotidienne, une des plus importantes bien sûr. Dans chaque prison, il y avait une sorte d'un petit cabinet des affaires étrangères qui était responsable de faire le contact avec l'extérieur et faire le contact avec les autres prisons. Parce qu'on n'était pas détenus tous dans la même prison. On est détenus des fois sur 22, 23, 24 prisons différentes. Alors on avait besoin de faire les liens entre tous les prisons par des comités spéciaux. Tout ça, ça se passe dans la vie discrète au maximum. Alors, ces comités, ils sont responsables d'organiser la vie quotidienne de ces prisonniers. Organiser la vie quotidienne, ça veut dire que les prisonniers qui ont voté dans leur congrès le programme quotidien dans la journée, par exemple, je vous donne des exemples, réveil collectif 8h ou 8h30, où tout le monde arrange son lit et compagnie, café ou thé le matin, 9h, 9h30, on sort à la première cour à l'extérieur où la majorité des prisonniers sont obligés de sortir pour voir le soleil au maximum et circuler. Il y en a 2 ou 3 qui restent dans chaque cellule pour préparer le petit-déj. Après, quand les prisonniers rentrent, il y a un petit-déj collectif avec ce qui a été fait. Après, on nettoie la cellule et accompagne, on range. 10h30, 11h, ils viennent nous compter parce qu'on a 4 comptes par jour. 6h du matin, 10h du matin, 3h de l'après-midi et 7h de l'après-midi où on était obligé de se mettre debout pour qu'il soit sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'enfuit. Alors 10h30, première cour, et c'est ça qui est important. Première cour qui dure 1h30 au minimum. Dans la prison, vraiment on a pu tourner les prisons en faculté de révolution pour certains et certaines. Parce qu'il y a des anciens prisonniers, il y a des profs de philosophie, il y a des ouvriers, il y a des journalistes, il y a de tout dans la prison. Et c'est vraiment que tu peux apprendre de tout en prison. Ce que tu peux gagner en prison, sur ce terme, à mon avis, ça sera dur de le gagner hors de la prison. Moi, par exemple, toute ma formation politique, idéologique, même journalisme, hein, de savoir quoi parler, où parler, comment parler, quels termes utiliser dans différents endroits, c'est grâce à des choses que j'ai appris
en prison. Et c'est surtout la formation pour la nouvelle génération qui venait en prison. Alors tu trouvais des cours d'histoire, les cours d'histoire pour la Palestine, les cours d'histoire des peuples qui étaient sous occupation, l'histoire du développement économique de projectionniste, tu peux trouver vraiment de tout. Et c'est là que tu enrichis ta conviction dans ton engagement. La prison, elle est devenue un endroit où on ne devient plus convaincu dans notre combat et dans notre résistance. Aujourd'hui, moi par exemple, à l'âge de 16 ans, tout mon engagement pour la Palestine, il partait de l'estomac et du cœur. Il ne partait pas d'une façon de penser idéologique ou politique. J'étais un de ces jeunes qui s'est engagé à l'école dans un syndicat où on sortait pour faire des collages ou faire des tags, mais pas plus que ça. Mais après le premier emprisonnement, après le deuxième emprisonnement, après vivre cette vie culturelle riche, après que les gens, vraiment des spécialistes qui approfondissent ces convictions politiques, c'est là où je suis devenu engagé jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas dire à vie, on ne sait pas la vie elle cache quoi, mais jusqu'à aujourd'hui. Alors on essaye d'approfondir ces convictions politiques dans les cours qu'on donnait aux autres et des autres qui nous donnaient. Après, par exemple, midi, 13h, 1h30 de lecture, parce que dans une prison, chaque prisonnier il est obligé au moins de lire de 2 à 3 livres par semaine, par mois, pardon. Après, une deuxième cours, le soir, la même chose, on sort, il y en a quelques-uns qui préparent à manger le soir, on nettoie, une deuxième cours d'un deuxième sujet, on regarde les infos, 8h, 10h, temps libre, 11h, 1h30 de lecture, minuit, la journée elle est terminée. Alors des fois, pour les gens qui travaillent beaucoup en prison, des fois le temps ne suffisait pas. Vraiment, des fois, tu n'arrives pas à terminer le travail dans lequel tu es. Par exemple, quand on parle, et c'est pour ça que je dis qu'on a essayé de faire la liaison avec le maximum d'entre tous les prisonniers, parce que systématiquement, on se fait déplacer dans les prisons. Ils nous gardent jamais dans la même prison. Alors souvent, on est déplacé. Alors c'est pour ça qu'on était obligé de développer un système intérieur plus ou moins le même dans tout l'ensemble des prisons, pour quand il y a un déplacement d'un prisonnier qui est allé dans un autre monde ou qui connaît personne. Non, on a la liste, on a les gens qui arrivent, les gens qui partent, on a l'archive. Alors tu as une vie qui est qui rend, je ne veux pas dire utile, mais c'est utile de les rendre ces années d'emprisonnement. Et il y a aussi toute façon de lutter contre l'administration de prison qui essaye de faire de plus en plus dur les conditions de détention. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails comment il y a plusieurs façons de lutter contre l'administration de prison jusqu'à arriver à déclencher une grève de la faim. Une grève de la faim, c'est l'arme la plus stratégique pour les prisonniers politiques, l'utiliser au moment où ils n'en peuvent plus des conditions de détention, où ils sont là pour vraiment défendre leur dignité, défendre vraiment les droits fondamentaux que l'administration de prison essaye de confisquer. Et je dis c'est l'arme stratégique parce que une grève de la faim, c'est pas un mot qu'on dit comme ça en l'air. Déjà, pour préparer une grève de la faim collective, des fois, ça monte à 2-3 ans de préparation. Parce que préparer une grève de la faim de 4000 ou 5000 personnes, par exemple, ils vont faire la communication entre tous les prisonniers, entre tous les prisons, choisir le comité qui va gérer la grève de la faim, un petit comité de 4-5 personnes qui va gérer toute la grève de la faim en face de l'administration de prison pour les négociations. Choisir les listes des prisonniers, parce que dans une grève de la faim, tu mets de côté les vieux, tu mets du côté les enfants, tu mets du côté les malades, et tu choisis la liste des femmes et des mecs costauds qui peuvent tenir des longs jours de grève de la faim.
faire la communication avec l'extérieur, faire la communication avec les partis politiques, avec les médias, avec le mouvement de solidarité. Et j'insiste sur le mouvement de solidarité parce que le mouvement de solidarité dans une grève de la faim, il joue un rôle très très essentiel pour appuyer sur les gouvernements européens ou d'autres pour les obliger à commencer des négociations avec les prisonniers politiques. Après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les demandes, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, on a choisi les personnes et tout ça, on choisit normalement les grèves de la faim, on les lançait entre soit avril, soit septembre. C'est les périodes de l'année où il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Parce que le corps il perd beaucoup de chaleur pendant la grève de la faim. Et du coup, une fois la grève de la faim est lancée, c'est une bataille, c'est vraiment une bataille entre des êtres humains. Leur seule arme, c'est leur conviction politique et leur estomac vide. Et en face d'eux, ils ont un État nucléaire qui contrôle la région. Son seul but, c'est de casser leur volonté en utilisant tout moyen possible pour casser leur volonté. Moi, j'ai eu la chance, et je dis vraiment la chance, hein, si je ne regrette pas, d'avoir participé à 2 grèves de la faim. Je dis ça pourquoi je dis pourquoi la chance, parce que tu ne peux jamais tester ta volonté si tu ne passes pas par des trucs durs comme ça. Tu peux pas dire que j'ai vraiment la volonté sans passer par des impasses qui sont dures dans la vie. Et la grève de la faim, c'est vraiment une des moyens de tester. Je vous dis, c'est pas ça pour lancer la grève de la faim demain, mais pour nous, c'était important de dire que voilà, on était encore prêts pour mener un combat dans la prison. Une grève de la faim 2011 et une grève de la faim l'année dernière, octobre 2022. Il y a vraiment, quand je dis, il y a des crimes qui peuvent être commis contre l'ensemble des prisonniers. Il y a vraiment des crimes qui peuvent être commis et des crimes contre l'humanité pendant les grèves de la faim. Parce que, par exemple, moi, l'année dernière, au moment qu'on a lancé une grève de la faim, des centaines de prisonniers pour protester contre la détention administrative, parce qu'on était des centaines de prisonniers, on était presque les mêmes régulières depuis des années qu'on fait des allers-retours en prison, en détention administrative. Alors on a déclenché une grève de la faim pour protester. Moi, au moment du déclenchement de cette grève, j'étais pris de ma cellule, j'étais mis à l'isolement total. Dans l'isolement total, dans cette petite pièce de 2 à 3 mètres, il y avait un petit lit qui était attaché au sol. En face, il y avait un petit mur et derrière, il y avait les toilettes. Bien sûr, il n'y avait pas de fenêtre, rien du tout. La porte, elle était blindée. Il y avait une caméra qui surveillait 24 heures sur 24 heures au-dessous de ma tête. Tous mes biens étaient confisqués. Il n'y avait rien du tout dans cette cellule, à part un seul changement. Et une petite bouteille d'eau. Et même le sel qui est important pour les grévistes, il était confisqué. Je n'avais pas droit du sel, ni moi, ni le reste des prisonniers. J'ai fait la dernière grève, elle était à 20 jours. Alors des pressions quotidiennes, c'était dès le premier jour. Au moment qu'ils m'ont fouillé, ils m'ont mis dans cette cellule. Alors le corps, il commence vraiment à perdre la majorité de son poids la première semaine. Moi, j'étais à 82, 83. À la fin de la grève, j'étais à 66, 67 kilos. Mais la majorité de ces kilos, tu les perds la première semaine. C'est vraiment la fatigue la plus dure la première semaine, avant que l'estomac devienne un petit peu plus petit. Et là, par exemple, le corps, après 4-5 jours, tu ne peux pas trop dormir. Tu peux à peine dormir 3 ou 4 heures ou 5 heures maximum sur les 24 heures. Alors, au moment qu'ils te voyaient sur la caméra que tu t'es endormi, les forces spéciales, ils venaient, ils ouvraient la porte, ils me réveillaient pour me dire que voilà, tu es obligé de sortir, on veut fouiller la chambre, on veut fouiller la cellule, alors que la cellule, elle est complètement vide, il n'y a rien à fouiller dans cette cellule, c'est juste pour obliger à sortir, à me pousser à sortir, à marcher, à me faire menotter, à compagnie.
Bien sûr, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de contact, ça on l'oublie pendant la grève de la faim avec l'extérieur. Le deuxième jour, au moment que tu dors, ils viennent, ils ouvrent les portes, et ils t'obligent par exemple, ils te donnent des menus pour te dire voilà les menus, choisis le repas que tu veux de l'extérieur de la prison, on peut te le ramener. Le troisième jour, il y a les infirmiers qui viennent avec des tracts pour te dire voilà, tel jour tu vas devenir aveugle, tel jour tu vas devenir sourd, tel jour tu vas perdre tes poils. Et ça continue la pression psychologique. En 2011, par exemple, on était enfermés, on était 80, isolés dans une section. Après 10 ou 12 jours de grève de la faim, ils sont venus, ils ont installé des gros ventilateurs sur les fenêtres de chaque cellule. Ils ont démarré les grands ventilateurs, on se demandait pourquoi. 10 minutes après, ils ont ramené des prisonniers de droit commun israéliens qui ont installé leur barbecue derrière les ventilateurs. Ils ont démarré les barbecues avec l'odeur de la viande et les oignons juste pour faire pousser l'odeur dans les cellules. C'est arrivé une fois aussi, ça c'était avant nous un petit peu, qu'il y avait une grève de la faim massive avec beaucoup de solidarité à l'extérieur. Il y avait une décision politique israélienne d'arrêter cette grève de la faim. La façon c'était c'est le directeur de la prison qui a décidé que la façon elle était, il a pris en force 3 prisonniers de leur cellule avec les docteurs et les infirmiers. Et ils ont attaché les trois prisonniers sur des lits. La façon, c'était que les infirmiers et les docteurs, ils font rentrer des tubes du nez jusqu'à l'estomac et de renverser du lait pour déclarer que ces prisonniers, ils ont arrêté la grève de la faim. Mais malheureusement, 2 de ce cas-là, le tube n'est pas allé à l'estomac, il est rentré dans les poumons. Ils ont renversé du lait et les prisonniers, ils étaient morts sur place. Alors j'ai une note que j'ai pas encore beaucoup de temps, mais je veux prendre encore 3-4 minutes. Alors du coup, on a tout fait pour rendre utile les années et les mois de l'emprisonnement. Aujourd'hui, quand on voit la scène politique palestinienne, la majorité de tous les dirigeants politiques palestiniens, ils sont passés par l'école révolutionnaire de la prison. Aujourd'hui, quand on voit avec ce qui se passe, je vais faire la liaison pour terminer. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec tout ce qu'on a appris, avec toute notre détermination, quand on voit les enfants et les femmes, et surtout les enfants aujourd'hui, j'ai vu les vidéos des enfants qui sortent de sous les décombres, qui disent on va rester là, on ne veut pas partir, on ne veut pas quitter notre maison malgré qu'elle est détruite. Et toutes ces images qu'on voit aujourd'hui, ça me rappelle toujours que cette combinaison qui a fonctionné partout, cette combinaison de résistance, résilience et solidarité internationale, cette combinaison qui a fonctionné en Algérie, qui a fonctionné au Vietnam, qui a fonctionné en Afrique du Sud, qui a fonctionné partout avec le peuple sous occupation, elle va forcément fonctionner avec le peuple palestinien. Aujourd'hui, le seul truc que ce gouvernement raciste, suprémaciste, colonisateur israélien, le seul truc qu'il a pu faire après 68 jours de génocide, c'est de massacrer les civils. Quand on dit qu'on est à 8000, 9000 enfants tués, la même chose des femmes et des hommes, les Israéliens n'ont pas l'image de victoire qu'ils cherchent depuis 68 jours. Cette combinaison aujourd'hui de résistance, résilience, solidarité internationale, elle a imposé ses règles au niveau mondial. On l'a imposé ici en France, quand on a obligé Macron, le premier jour, qui dit un front international contre la Hamas comme si on était Daesh, a voté un cessez-le-feu il y a quelques jours. Quand on était des milliers dans les rues de l'Europe et des millions dans les rues de Londres, à Barcelone, aux États-Unis, il y a un mouvement de solidarité immense qu'on s'organise aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à cette combinaison de 3 éléments, la cause palestinienne est revenue la première priorité mondiale à régler.
Je pense qu'aujourd'hui, après tout ce qui se passe, moi j'ai plus espoir qu'avant. C'est vrai qu'on paye le prix très très cher, le prix qu'on paye en face de l'occupation meurtrière est très cher, mais on a bien vu, on a bien lu, on a bien vécu les histoires des peuples sous occupation en Algérie. Dans une journée, il y a 45 000 Algériens tués dans une journée une fois. Alors aujourd'hui, je pense que moi et d'autres, on est bien convaincus que cette machine de destruction massive qui s'appelle Israël, ce projet colonial et non la seule démocratie dans le Proche-Orient, ce projet meurtrier et pas le pays européen qui se trouve dans le Proche-Orient. Cette machine de destruction recule et reculera devant un projet de lutte et de résistance palestinienne avec un soutien de mouvements de solidarité internationale massif. Alors avec vous, avec votre force, avec votre énergie, avec la résilience du peuple palestinien qui refuse jusqu'à aujourd'hui, depuis 75 ans, de vivre à genoux, ils préfèrent mourir debout que vivre à genoux. Avec vous, on va faire comprendre à cette occupation Israël, avec ses alliés occidentaux, que la Palestine n'a jamais été, la Palestine sera jamais une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Merci. Quand on s'adresse, quand on reçoit des informations, on fait des médias de masse, on reçoit un message qui me paraît extrêmement propagandiste. Si on fait l'effort de se tourner vers des médias alternatifs, on arrive à obtenir en fait des informations que je trouve parfois extrêmement argumentées, notamment en fait des informations concernant ce que semble savoir le gouvernement israélien en amont de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et il semblerait, et je trouve qu'il y a un faisceau d'informations, voire de preuves, qui tendrait à montrer en fait que le gouvernement israélien était très au courant de ce qui allait se passer le 7 octobre. Et que Netanyahou lui-même était très informé de ce qui allait se passer. C'est à se demander, évidemment, c'est une hypothèse extrêmement cynique, mais je voudrais savoir, Salah, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse qui fait que tout ça a été commandité en fait par Israël, comme on a vu en fait dans l'histoire de l'humanité de très nombreuses fois, quand on veut déclencher une guerre, il faut pouvoir convaincre l'opinion publique qu'elle est justifiée. Est-ce que tu penses qu'il s'est passé ça? Vous dites que, vous l'avez dit en début d'interview, que le plan de Netanyahou était préparé depuis longtemps. Donc est-ce qu'il faut comprendre que s'il n'y a pas eu le 7 octobre, ce génocide aurait quand même eu lieu? Et deuxième chose, comment vous expliquez qu'en Israël, on a le droit de dire des choses, de critiquer ce gouvernement, des choses qu'on ne peut même pas penser en France? Comment vous pouvez expliquer cela? Je vais aller dans le même sens un petit peu que mon collègue. On est dans un pays laïque et c'est une chance. Je vais parler de la laïcité. Alors ce soir, je ne vais pas parler de la Baïa, de tout ce qu'on peut dire sur la laïcité en France, les attaques contre la laïcité. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a un président qui a dit aujourd'hui l'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Alors quand on sait ce que le sionisme, où il y a le peuple élu, il y a beaucoup de choses, vraiment des choses, comment un président laïque il peut dire une chose pareille? Qu'il a allumé les bougies, moi ça ne me dérange pas, l'Élysée, je veux dire, s'il veut fêter ça avec eux, c'est dérangeant, mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est qu'à cette occasion-là, on lui a décerné un prix antisémite, enfin contre l'antisémitisme, et qu'une association antisémite soit représentée par des gens qui sont qui sont sionistes, j'ai envie de dire, voilà, je vais le dire, je lâche le mot. Eh ben moi ça me dérange. Et la laïcité pour moi, quand on l'attaque tout le temps avec les musulmans, c'est énorme à la fin. Et à Chambéry, on a eu la chance d'avoir une manifestation contre l'antisémitisme et pour la laïcité. Alors là, le lien est fait pour moi. Je vais peut-être répondre sur ces trois premières.
Oui. Moi, en ce qui concerne le 7 octobre, de partir de l'analyse de la théorie du complot, là, j'y crois pas trop. Non, j'y crois pas trop que les Israéliens ils étaient au courant de ce qui était préparé. Mais je suis d'accord que le plan génocidaire, c'est un plan qui était préparé il y a longtemps. Et là, on a commencé de voir, parce que après le 7 octobre et après que les gens ils sont rentrés dans les bases armées israéliennes et surtout de l'armée qui a été responsable de gérer Gaza, qu'ils ont pris les ordinateurs et la compagnie, ils ont beaucoup d'infos sur le plan qui est lancé aujourd'hui, qui est préparé depuis longtemps. Mais moi, je n'y vais pas très loin dans la théorie de dire que Netanyahou il a laissé passer les choses. Et il y a des rapports qui disent qu'il y avait quelques éléments ou quelques rapports que les renseignements ne les ont pas pris sérieux. Ça, c'est confirmé. Ça, c'est confirmé. Mais de dire 100% ils savaient, je ne crois pas. Pourquoi et pour ça, quand on parle du 7 octobre, c'est bien de voir. Je vous invite à voir l'enquête qui a été faite par Libération, qui est sortie il y a 2 jours, et qui parle détaillé de ce qui se passe, des mensonges et à compagnie. C'est trop tard, mais c'est mieux que jamais. Alors en France, pourquoi en France? Oui, c'est vrai, c'est la situation en France par rapport à l'antisémitisme et la critique de l'État d'Israël et tout ça, c'est vraiment que ça devient de plus en plus compliqué. Bon, il y a déjà l'histoire de la France. Cette histoire lourde de la France avec tout ce qui s'est passé avec les Juifs, malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale et la responsabilité des Françaises et des Français qu'ils ont rendu beaucoup de Juifs aux Allemands. Et ça, c'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi. Et il y a cette alliance que nous, on ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux et dire que la création de l'État d'Israël, c'était un projet colonial. Parmi les premières concernées, c'était la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est la base armée qui défend. C'est la base armée avancée des forces impérialistes qui défend les intérêts de ces pays dans la région. Quand la France, c'était en 1956 qu'ils ont monté le projet nucléaire israélien en 1956, c'est les Français qui l'ont fait. Ça, c'est la France qui l'a fait. Et ça, c'est le projet qui est connu. Parmi eux, il y a aussi jusqu'à aujourd'hui cette coopération sécuritaire très 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 profonde avec la France. Il y a ces intérêts économiques aussi, il y a cet échange économique et d'armes et à compagnie qu'on voit les développements de relations économiques, que ce soit avec Carrefour ou avec Decathlon ou les grosses entreprises françaises, cet achat et vendre des armes entre la France et Israël, tout ça c'est des intérêts économiques énormes que la France elle veut défendre. L'utilisation de la question d'antisémitisme, je pense que c'est une question d'essayer de nous faire reculer, de nous mettre la pression, parce qu'en termes de racisme en France, il n'y a pas que l'antisémitisme. Il y a l'islamophobie, il y a le racisme contre les femmes, il y a toujours de racisme en France. Pourquoi on parle et on montre que l'antisémitisme, à mon avis, il y a une utilisation politique de ce terme aujourd'hui en France pour mettre le poids et essayer de faire reculer tout ce qui est tous les gens qui sont anti-israéliens clairement en France pour leur faire peur. Personnel, je vous demande comment vous allez. Parce que quand on est passé par des épreuves de la vie dans les prisons israéliennes, on peut imaginer le reste. La première des questions. La deuxième, est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre l'accélération des événements depuis le mois de septembre, de ce que je crois savoir, certains pays arabes
sous la pression des États-Unis et l'État d'Israël, ont voulu normaliser leurs relations avec Israël. Un des pays directement incriminés, l'Arabie Saoudite. Deuxième pays, la pression était faite sur le roi Mohammed VI, le Maroc, contre la majorité de leur population. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une corrélation entre ces événements accélérés pour 2023, pour finir l'année en beauté avec la reconnaissance d'Israël au niveau international? Et puis la troisième question, il paraît que début septembre, l'armée israélienne allait déclencher des événements au mois d'octobre qui sont liés directement à la découverte de gisements pétroliers et gaziers très importants en face de Gaza. Et Israël, sachant que Israël utilise déjà l'exploitation qu'ils ont fait déjà depuis quelques années de l'autre côté de Gaza, et Gaza les gênait pour continuer. Et ce sont, paraît-il, les gisements les plus importants de la Méditerranée. C'est très très émouvant et révoltant. C'est-à-dire que le peuple palestinien est dans le monde le peuple qui résiste et qu'il faut abattre, parce qu'il risque d'entraîner tous les peuples. Parce que ce sont les peuples qui termineront avec ça, ce ne sont pas les gouvernements. Parce que si je comprends bien, les gouvernements arabes ne sont pas trop avec leur peuple qui manifeste aujourd'hui. Il y a des manifestations gigantesques dans le monde entier, même aux États-Unis, même les Juifs. Alors pour la laïcité de M. Macron, excusez-moi, mais quand on fait une loi qui s'appelle la loi séparatisme contre les musulmans, on n'est pas laïque. Et Macron n'est pas laïque. La loi de 1905 est remise en cause constamment par le gouvernement français. Donc, dans tous les cas de figure, M. Netanyahou a dit, Israël reprendra-t-il les combats? Ma réponse est un oui sans équivoque. Il est impossible que nous ne reprenions pas le combat jusqu'au bout. C'est ma politique. Ça fait 75 ans que ça dure. Je suis dans une organisation qui a écrit il y a 75 ans, qui était contre la partition. Ça se terminera par un bain de sang. Écoutez, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un bain de sang. Comment on peut vivre, nous, avec ce bain de sang à nos yeux? Et à mon avis, on n'est pas dans un conflit. On est un peuple occupé et une force occupante. Et ça change tout le terme au niveau des Palestiniens, au niveau du droit international, au niveau des formes de résistance et tout. Le terme emporter les conflits, c'est bien sûr les mots utilisés par M. Darmanin et son équipe politique. C'est pas nous qui emportons le conflit, je veux dire, sur le terrain. C'est bien quand, en juillet, par exemple, le chef de la police française, il se rend en Israël pour demander que l'unité, la plus haute unité de l'armée israélienne, qu'elle vient sécuriser les Jeux Olympiques pour l'année prochaine. C'est pas nous c'est pas le mouvement de solidarité qui a ramené l'armée israélienne sur le terrain français. Quand on ramène des armes et qu'on vend des armes, qu'on participe à l'occupation directement et indirectement, c'est pas nous qui ramènent le conflit sur le terrain. Quand il y a le mouvement de solidarité palestinien, il part, et les gens ils sont pas là parce que ils veulent soutenir les Palestiniens, non, parce que les Français ils ont aussi leurs valeurs, qui soutiennent les valeurs des Palestiniens, qui sont contre le massacre, contre l'occupation, et ça c'est la valeur de la France. C'est Macron, Darmanin et leur équipe politique qui interdit les manifestations, qui gazent les gens dans les rues, qui expulsent Myriam Abou Akleh, qui font tout ce qu'ils sont en train de faire en France. C'est ça qui ramène le conflit en France, et c'est ça qui ramène la violence en France. La prise de décision, la prise de décision politique
de Macron, ça va se retourner encore une fois en France. On a revu la organisation de la LDJ à Paris et dans d'autres villes. La LDJ, qui est la Ligue des divorces juifs, qui est même interdit aux États-Unis et est autorisée en France. Cette violence, cette décision politique, comment il a pris Macron, ça va sûrement se développer en violence interne à cause de lui, quoi. La deuxième question personnelle, comment je vais, on va dire que ça va. Dans 4 jours, dans 4 jours, ça fait 1 an que je suis déporté vers la France. J'essaye de m'adapter. Des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Et la question regarde, la question que tu as posée, elle est une question un peu complexe et très très longue et très très large. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la région, elle passait des changements, on les voyait, des changements qui sont en train de se passer. Mais avant la question de la normalisation et la question des accords d'Abraham, et surtout la normalisation avec l'Arabie Saoudite, mais il y avait aussi l'intervention chinoise dans la région il y a quelques temps, la réconciliation qu'ils ont fait les Chinois entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et comment on va dire, la renormalisation des relations entre les États, et il y a la question de ce qui s'est passé en Syrie, la destruction de Daesh en Syrie, la non-destruction du Liban qui était une volonté israélienne. Il y a la question économique dans la région, et la recontrôle de tout ce qui sont les passes dans les mers par les États-Unis, et essayer de recontrôler tout ce qui s'est passé vers l'Inde et la compagnie. Le contrôle israélien sur le Méditerranée, par exemple, quand on voit aujourd'hui que les seuls ports dans la région qui fonctionnent, c'est les ports israéliens dans la Méditerranée, parce que celles de la Syrie, ils étaient bombardés à plusieurs reprises, qui ne fonctionnent plus. Comme par hasard, celui du Liban, il a sauté, on ne sait pas qui l'a explosé. Alors il y avait toute la région qui se préparait pour un déclenchement. Le déclenchement dans la région, on le voyait, on ne savait pas comment il allait venir, mais la non-solution pour la question palestinienne, elle est déclenchée, parce que à partir de 2011, le printemps arabe, un des buts du printemps arabe, qu'on peut le voir aujourd'hui, c'est essayer d'éliminer la question palestinienne, de créer des générations qui n'ont rien à voir avec la Palestine, des générations qui disent que la Palestine n'est pas le centre de tous les conflits dans la région. Ça, c'était l'essai du printemps arabe. Et tout ça, ça a échoué. Tout ça, ça a échoué, sans parler de la question des droits. Et là, je passe, quand on parle du gaz, le gaz, c'est pas que vers Gaza, c'est le gaz qui était en face du Liban. Bon, il y a un demi-accord là qui a été fait là-dessus. En face de Gaza, les Israéliens, jusqu'à aujourd'hui, ils ne profitent pas comme ils veulent du gaz. Et à mon avis, ils ne vont pas pouvoir profiter après ce qui était fait. Ça nous fait passer par la troisième ou la quatrième question, sur la question de solution. Écoute, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il y a n'importe qui ou n'importe quelle force, elle peut imposer une solution. Il n'y a pas une solution qui peut être imposée par quelqu'un ou par quelque force. Mais quand on voit un petit peu l'histoire en arrière, les Palestiniens, ils ont essayé la paix 30 ans. Après les accords d'Oslo, pour moi, les accords d'Oslo, c'était une erreur politique, stratégique de la part des Palestiniens qu'ils ont commis par leurs propres mains. Parce que quand on va voir Oslo 30 ans après, on dit vraiment c'était une catastrophe qui a été produite par les mains des Palestiniens. Par des simples chiffres, hein, quand on parle de 100 000 colons à l'époque, aujourd'hui on est à 800 000 colons. Le mur, la séparation entre Cisjordanie et Gaza, le mur, l'isolation des Palestiniens de Jérusalem, l'annexion des terres, que ce soit Massaf al-Yatta ou que ce soit la vallée de la Jordanie et compagnie.
Et il n'y a pas que les Palestiniens qui sont responsables. C'est cette communauté internationale qui prétend avoir poussé pour la paix. Elle ne poussait pas pour la paix à la communauté internationale. Elle gardait un statu quo un peu stable sur le terrain, pas sur le terrain, dans l'environnement politique, pour dire une solution 2 États, 2 peuples qui vivent côte à côte en paix. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens, ils étaient en train de changer quotidiennement les faits sur le terrain. Quotidiennement, la colonisation, les arrestations, les destructions, l'annexion et la compagnie. Pendant 30 ans, on voit où est-ce qu'on est arrivé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la solution de 2 États, elle est derrière nous. Il y a la communauté internationale ne sera pas très contente d'entendre ça, mais dans les faits, il n'y a plus de solution de 2 États qui existent sur le terrain. À mon avis, le seul, je ne veux pas prétendre de le dire, mais à mon avis, un seul État laïque et démocratique qui passe. Non, mais il n'est pas faisable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si on dit un État sur le rapport de force qui est aujourd'hui, on aura un État d'apartheid. Non. Mais pour moi, l'État palestinien à long terme, il passe par un projet de résistance qui oblige les Israéliens à rendre les droits historiques du peuple palestinien. Sans un respect des droits historiques du peuple palestinien, et surtout le droit du retour de tous les réfugiés palestiniens, il n'y aura pas de solution. On peut avoir des essais, on peut avoir un calme, on peut avoir des années calmes, et ça va se déclencher à chaque fois. Et quand on parle de cette solution, à mon avis, la question de Marwan Barghouti, Marwan, à mon avis, qui va être libéré parmi les premières vagues avec les restes des chefs politiques et les chefs, et ça c'est demandé, hein, c'est pas moi qui dis, les chefs des brigades armées des partis politiques qui sont cités dans les listes. Marwan, bien sûr, il aura un rôle important dans la question de changement, surtout au sein du Fatah, son parti politique, mais surtout sur la question de reconstruire l'OLP palestinienne, la grande maison, sur une base avec la participation de tous les partis politiques palestiniens, y compris le Hamas. Je pense, j'espère qu'ils seront libérés, lui et le reste des prisonniers, bientôt. Merci. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Salah en disant que la communauté internationale ne va pas être contente si je ne parle pas des 2 États et autres. Et justement, moi, c'est quelque chose qui je trouve extrêmement gênant, c'est qu'on entend toutes sortes de gens qui ont tout plein d'idées sur la solution politique, mais de quoi se mêle-t-il? Pour moi, les seuls qui ont la légitimité pour s'exprimer sur la solution politique, eh ce sont les Palestiniens. Et même on a l'impression que tout le monde a son idée sur quel leader va pouvoir faire telle chose, 1 État, 2 États, etc. Mais voilà, moi je suis vraiment une fervente défenseuse du fait que ça n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'être ce mouvement de solidarité qui est aux côtés d'eux, mais pas à leur place, et qui, et là en l'occurrence, on est là pour faire pression sur notre boulot à nous, il est ici, il est en France, il est auprès de nos dirigeants, pour enfin obtenir que ce yo-yo, ou ce va-et-vient, ou ce en même temps de Macron cesse, et qu'ils agissent. Effectivement, on est face à un génocide, ça l'a dit tout à l'heure, un génocide, ça ne se regarde pas. Un génocide, ça s'arrête. Et donc, il n'y a pas d'autre solution pour nos dirigeants que d'agir. Et agir, ça ne veut pas dire blabla, blabla. Agir, ça veut dire prendre des sanctions contre les criminels de guerre. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire. Une des premières choses, Macron n'a même pas convoqué l'ambassadeur d'Israël. Enfin, c'est irréel. C'est irréel. Même le convoquer. Même pas de le renvoyer, juste le convoquer. Même ça, il ne le fait pas. Donc, il y a vraiment... si on veut qu'il passe aux actes, il faut qu'on continue et surtout qu'on n'arrête pas de parler de Palestine pendant
l'avez bien dit, vous allez continuer. Nous, à Grenoble, on s'est pris des rendez-vous aussi toutes les semaines. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet que je sais qui vous tient à cœur, parce que là, tout à l'heure, j'ai reçu plein de nouvelles du camp de Jenin. Et voilà, le camp de Jenin, vous avez accueilli au mois de juin toutes nos amis, les femmes de la Maison Chaleureuse. Et depuis, il y a eu le raid début juillet. Et puis depuis le 7 octobre, c'est juste l'horreur. On en est au 6e raid du camp. Et là, ça fait 42 heures que le dernier raid dure. Et j'ai eu des nouvelles de Nadjet. Ils ont dévasté sa maison. Abla, son mari a été arrêté. Son fils a été arrêté. Kifa, ses 2 fils sont morts depuis le début depuis le 7 octobre. Ils étaient tous les deux dans la résistance. Elle a perdu ses 2 fils en 3 semaines. Et tout ça, si je veux dire tout ça, c'est pour réhumaniser les Palestiniens que nos adversaires ne cessent de déshumaniser. Et la déshumanisation, c'est un des outils du génocide. Parce que quand on déshumanise, il n'y a plus de problème. Quand on entend quelqu'un comme Caroline Fourest expliquer que les enfants palestiniens qui meurent, c'est moins grave, parce que c'est pas la même intention pour les enfants israéliens. Enfin, c'est juste monstrueux de dire des choses comme ça. Donc, réhumanisons, non, jamais déshumaniser, mais remettons vraiment les choses à leur place et rappelons, comme l'a dit Salah, que c'est un peuple qui résiste et qui a une capacité de résilience absolument extraordinaire. Et en tant que mouvement de solidarité, ils savent qu'on est à leur côté, mais pas pour penser leur avenir à leur place. La première est une remarque. Ça me dérange toujours qu'on parle de conflit ou de guerre quand on parle de ce qui se passe en Palestine actuellement. Parce que pour moi, une guerre, c'est 2 forces armées d'État ou peu importe qui s'opposent et qui se tirent dessus. Or là, c'est pas du tout ça. C'est une armée qui dégomme sans vergogne des civils. Donc employer le terme de guerre ou de conflit, effectivement, me dérange. Le deuxième point, c'est par rapport à l'antisémitisme, où effectivement, on se fait très facilement accuser. Moi, perso, j'ai trouvé quelques réponses. Je cite l'UJFP, en France, Jewish Voice for Peace, B'Tselem, arrête ce que le gouvernement israélien aimerait bien faire interdire, qui sont des organisations juives, israéliennes ou non, et bien d'autres. Et enfin, j'ai une question. Les BRICS, a priori, parlent de prendre des sanctions contre l'État d'Israël, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Merci. Bonsoir, Salah. Alors, ma question, en fait, vous en parliez tout à l'heure, portait sur le droit au retour. J'ai cru comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, un citoyen juif de la diaspora, qui va venir de n'importe quel État au monde, s'il se déclare en tant que juif, il a le droit d'avoir la double nationalité la double nationalité israélienne en plus de celle de son pays d'origine, de ce qu'ils appellent l'Aliyah. Voilà. Et d'un autre côté, les Palestiniens, justement, réfugiés par exemple dans des camps en Palestine, au Liban, en Jordanie ou en Égypte, n'ont pas le droit au retour. Au niveau du droit international, là on marche sur la tête, il y a quand même un problème. Parce que, admettons, je cite un exemple, hein, un citoyen polonais, c'est un exemple, hein, qui se dit par exemple avoir des origines juives, il décide de faire son aliyah. On va lui accorder la nationalité israélienne, donc il aura un droit sur la terre, façon de parler. Alors qu'un Palestinien qui, par exemple, est né dans un camp en Jordanie,
Ça bloquera toujours au niveau du droit international pour son droit au retour, et l'État israélien s'y opposera quoi qu'il y arrive. Au niveau du droit international, c'est quand même un cas de figure unique au monde. Il y a quelque chose qui me dépasse là-dedans. Et c'est la question des sanctions. Je pense toute initiative faut prendre toute sanction, que ce soit les BRICS ou d'autres. Je pense que c'est un pas pour essayer d'imposer un embargo total sur l'état de l'occupation, parce que des sanctions et l'embargo, c'est ce qu'on a besoin de la part et du côté international, parce que pour le moment, les Israéliens, je veux dire tous les Israéliens, profitent de leur occupation, profitent de leur double nationalité, ils profitent de ce système économique qu'ils ont développé avec l'Europe, avec les États-Unis. Alors, à mon avis, toute sanction est les bienvenue, et jusqu'à qu'on arrive à imposer un embargo militaire. La deuxième, c'est la question de Aliyah, la question... Regarde, Israël, dès sa création, elle est traitée comme un État au-dessus du droit international. Israël n'est pas un État où on lui impose le droit international. L'international, on l'impose sur la Russie, on l'impose sur d'autres peuples, mais ce qui concerne Israël, il y a tout le jour, il y a des centaines de résolutions au niveau international qui étaient prises, aucune était respectée. Il n'y a pas, quand tu parles d'occupation, il n'y a pas de logique du loi internationale qui va avec. L'exemple que vous avez donné, l'exemple d'Aliyah de n'importe quel juif pour l'État d'Israël, et bon, ça on le voit aujourd'hui, même la personne, s'il se trouve une arrière-grand-mère depuis longtemps, il a des groupes, après il a le droit d'y aller, alors que les Palestiniens, c'est pas que les Palestiniens, ils n'ont pas le droit d'y aller. Les Palestiniens, ils sont en train de faire Moi, par exemple, je suis devenu réfugié à l'âge de 38 ans, à cause d'une loi qui s'appelle la loi qui s'appelle le défaut d'allégeance. Défaut d'allégeance. Moi j'ai une carte de résidence de Jérusalem, pour être rapide. Jérusalem, on n'a pas de nationalité, on n'a qu'une carte de résidence. Parce que moi, ma mère est française, j'ai la nationalité française, mais le reste des Palestiniens n'ont pas de nationalité. Ils n'ont qu'une carte de résidence qui leur permet de vivre et circuler dans la ville. Et s'ils veulent voyager, ils demandent un autre document. En 2018, parmi les lois qu'ils ont fait, ils ont fait la loi de défaut d'allégeance. Il faut montrer allégeance à l'occupant, alors qu'on n'a pas montré allégeance à l'occupation. Moi et 11 Palestiniens, on était visés par la loi défaut d'allégeance. Et moi, je me suis trouvé déporté vers la France, alors que j'ai grandi, j'étais né, j'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie en Palestine. À mon avis, quand on parle du droit international, on met du côté Israël parce que c'est un État qui comprend autre langue que la loi internationale. Vous avez dit qu'ils n'ont pas le droit. Si, ils ont le droit. Les réfugiés palestiniens ont le droit, en vertu de la résolution 194 de l'ONU, ont le droit au retour. Ils l'ont le droit. C'est juste qu'Israël ne l'applique pas. Et les Américains ? Ils ont le droit. Ils ont le droit. Il y a une résolution qui a été votée là-dessus. Je voudrais aussi revenir. Vous avez parlé de diaspora. C'est pas un bon terme. La diaspora, c'est un peuple qui est éloigné de sa terre. 95% des Juifs n'ont aucun lien historique avec cette terre. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que le terme diaspora n'est pas le bon. Donc ce sont des Juifs de pays, mais ils ont le droit, en vertu de la loi israélienne, de venir en Israël et de devenir des citoyens israéliens. Ah ben, ce ne sont pas des reconvertis, ce sont des convertis il y a quelques siècles ou récemment. Mais en tout cas, moi, je trouve que le terme diaspora n'est absolument pas approprié. La France a dit non à une intervention, non à l'occupation américaine en Irak. Elle a pu faire quelque chose à l'époque. Mais depuis, on est attaché totalement à la politique israélienne. Qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau mondial? Elle peut faire beaucoup, mais surtout quand on parle de la Palestine, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Quand on parle qu'il y a des sortissants, il y a les Français aujourd'hui
qui habitent à Gaza. Il y a des familles françaises, il y a des enfants français qui sont tués à Gaza, on a au moins 2. Il y a des blessés françaises. On peut ouvrir les portes des tribunaux français pour juger les criminels des guerres israéliens ici en France. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut juger les Français, les franco-israéliens qui participent directement à l'occupation. Il faut que ces Français qui participent à la guerre, au génocide, à la colonisation, il ne faut pas qu'ils se sentent qu'ils peuvent venir et vivre entre nous normalement alors qu'ils ont commis des crimes de guerre. Ces gens, leur place, c'est la prison et c'est pas dans la société, parce que leur présence dans la société, ça va être une maladie dans la société. Troisième chose qu'elle peut faire, la France, elle peut retirer tous ses engagements économiques en Israël. Elle peut, la France, parce que, pourquoi, quand on parle de la France, on ne parle pas que de la France. Il y a la moitié des pays européens qui vont suivre. On met l'Allemagne et la Grande-Bretagne du côté. Il y a pas mal de pays qui vont suivre la prise de position française. À mon avis, on n'est pas encore là, mais ce que la France peut faire, elle peut faire plein de choses. Malheureusement, hier ou avant-hier, la France, elle a choisi de relancer ce que Macron était allé annoncer quand il a rendu visite à Netanyahou en Israël, où je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait annoncé une coalition anti-Hamas sur le modèle de Daesh, comme si le Hamas c'était la même chose que Daesh. On a vite compris pourquoi il avançait cette chose-là, c'était pour donner la même réponse. Et la réponse qui avait été donnée à Daesh, c'était un tapis de bombe. Et ça justifiait le tapis de bombe qui tombe sur Gaza. Mais hier ou avant-hier, je ne sais plus, eh bien, Macron est reparti sur son idée à mener des actions anti-Hamas avec l'Allemagne et l'Italie. Macron choisit ses alliés dans cette histoire-là. Et dans le même temps, il y avait la Belgique, l'Irlande, l'Espagne et le 4e, j'ai oublié, qui, eux, ont commencé à faire une coalition pour intervenir auprès de Jacques Borrell pour que l'Europe joue vraiment son rôle dans l'exigence du cessez-le-feu. Donc il y a toujours des choses à faire. Le problème, c'est que la France ne fait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait pas les bons choix. Donc le premier choix, c'est effectivement de se défaire de cet alignement systématique sur son ami Bibi. Rappelons-nous que une des premières personnes que Macron a reçues quand il a été élu président de la République, c'est de recevoir Netanyahou pour les commémorations du Veldiv. C'était vraiment en l'appelant Bibi, cher Bibi. Enfin, c'est absolument étonnant. Et pour aller complètement dans le sens de ce que dit Salah, effectivement, il y a des colons français, franco-israéliens, qui sont parmi les plus virulents. Ils commettent des crimes de guerre, et autour du 7 octobre, on a vu à la télé des jeunes franco-israéliens qui nous expliquaient comment ils partaient combattre le mal et apporter la lumière, etc. Il y a des Français qui commettent des crimes de guerre, donc effectivement, c'est pas possible que ça reste comme ça. Il va vraiment falloir que cette chose-là avance. Il y a d'autres choses, hein. Il y a la suspension de l'accord d'association, cet accord qui lie l'Union européenne à Israël, comme si Israël était un pays européen et a les mêmes facilités au niveau économique. Et il y a l'interdiction des produits des colonies. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ne sont que l'application du droit et que la France ne fait pas. Donc j'ai entendu quelqu'un dire boycott dans la salle. Effectivement, nous on a cette arme-là, on a l'arme du boycott et c'est vraiment temps de